à tous, bienvenue dans MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Aujourd'hui avec Ludovic, avec Marie, avec Virginie, on va recevoir l'une des grandes patronnes françaises, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et franchement très contente d'être là. Nous aussi. Je vous présente toute l'équipe. Moi je suis journaliste spécialisée en météo, climat, environnement et créatrice de contenu sur ces thématiques. Ah, ça tombe bien parce que l'environnement, on va en parler. Eh oui, je crois bien. C'est pour ça que je suis là. Catherine. Et peut-être du climat aussi. Ludo. Éternel stagiaire de 3e. Je fais des vidéos. Venez chez Engie. Voilà, je fais des vidéos sur Internet pour présenter des métiers pour les gens qui puissent choisir leur voie. Est-ce qu'on présente encore Marie Palot? Oh, je ne crois pas. Marie, ça va? Ça suffit, ça suffit. Animatrice télé, journaliste, créatrice de contenu. Voilà. Mais sur toutes les thématiques. La curiosité universelle. J'adore ça. Donc voilà Catherine, ceux et celles qui vont un peu vous questionner sur votre parcours. Pourquoi? Parce que on va revenir avec notre invité sur son parcours. Comment on arrive à un tel poste, hein. Si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui il y a 4 femmes à la tête d'entreprises du CAC 40 en France. Vous êtes l'une de ces 4, on en parlera. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans ce secteur? L'industrie. Mais oui, en particulier dans un secteur stratégique comme celui de l'énergie, puisqu'on parle d'énergie, et surtout nous partager tous les enjeux auxquels eh bien, vous faites face au quotidien. D'abord, on va restituer peut-être ce qu'est Engie, ce que fait cette entreprise, ce groupe. Engie, c'est le 2e fournisseur d'électricité en France. Si jamais je dis une bêtise, vous me corrigez tout de suite. Hein. Comptez sur moi. Premier fournisseur de gaz naturel et surtout premier producteur d'électricité en France dans le domaine éolien et solaire. Renouvelable, exactement. C'est ça, hein? C'est ça. Le grand public confond parfois Engie avec EDF, parce que ce sont 2 entreprises dans le secteur de l'énergie, 2 grandes entreprises françaises, dont l'État est actionnaire. Quelle est la différence pour ceux qui... Alors, en fait, EDF et Engie sont des concurrents. Oui. On a une historique très différente, puisque EDF est plutôt d'abord un électricien, nous on est plutôt d'origine gazière. Oui. EDF est détenu à 100% par l'État. Engie est une boîte cotée. Donc ça, c'est une différence assez notable. Et la mission d'Engie aujourd'hui, vous la définiriez comment? Aujourd'hui, Engie, c'est un acteur dans l'énergie, un acteur mondial. On est présent dans une 30aine de pays. Et notre mission, c'est inscrit dans notre raison d'être. On est très, très fiers chez Engie d'être là pour accélérer la transition énergétique. Comme on va beaucoup parler d'énergie ensemble, je pense que vous l'avez compris, pour comprendre sur ce quoi travaille Engie, je vais vous mettre au défi tous notre tablé. Je pense que Catherine, vous avez les réponses. Avec un petit classement, et vous allez voir le petit tableau. Les énergies de la mieux perçue en France à la moins bien perçue en France. C'est en fait un classement qui a été établi par un sondage IFOP pour Engie qui a été publié le 28 mai 2025. On commence par l'un, allez. Et là, je me demande si elles sont tout simplement perçues par les Français. Géothermie. C'est pas bonne Est-ce que pour le grand public, ça parle? Mais en 1, c'est-à-dire l'énergie la mieux Moi, je mettrais le solaire. J'aurais dit gaz ou solaire. C'est la bonne réponse. Boum. 89%. En 2, c'est éolien du coup, je pense. Non, je l'aurais mis en 9. Ah non. L'éolien, je l'aurais mis. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. Très décrié, j'aurais dit gaz vert, moi. Oui, parce qu'il y a les polémiques. Ouais, je l'aurais mis en bien, même juste après le pétrole, je pense. L'hydraulique alors. Gaz vert, gaz vert. Allez, gaz vert. On écoute Marie, gaz vert. Bim, l'hydraulique. Désolé. Ludo, bien. OK. Alors, attends. Virginie disait l'éolien en 9. Non, moi, je dirais éolien. Attends. Moi, assez haut, moi, je tenterais en 3. J'aurais mis en mieux perçu? Non. Au milieu, quoi. Ouais. Ah non, c'est la géothermie. La fameuse. Ah, c'est intéressant. On embrasse. Oui, c'est intéressant. Parce que très bien. Attends. Alors, je dirais... ensuite... Vous voulez qu'on aille vers la fin du classement pour voir? Parce que je pense que c'est peut-être facile. Mais on peut, ouais. Alors, tentons éolien? Non, moi je dis... Non, nucléaire. Éolien. Non, pétrole. J'aurais dit. Ah oui, charbon. Ah, j'hésite entre pétrole et charbon. Charbon. C'est vrai que charbon, ouais. Moi, je dirais charbon. Dites-nous, d'ailleurs, dans les commentaires, votre classement à vous, des énergies. Alors, c'est charbon. On me dit que c'est bien charbon. Oui, c'est charbon. Charbon, ok. Ben, pétrole, j'espère. En 8, alors. Bah, je suis d'accord avec... Et l'éolien, non, c'est quand même plus haut. L'éolien, c'est beaucoup plus haut. Ah ouais. Bon, tant mieux. Mais c'est intéressant ce que disait Virginie, qui avait envie de mettre l'éolien très très bas dans le classement. Pourquoi? Parce que c'est quand même une énergie renouvelable qui est très décriée. Ça fait très souvent débat au sein des Français, notamment pour l'impact visuel, l'intermittence. Comment vous appréhendez un petit peu Oui, aussi, mais c'est vrai, à l'impact sur la biodiversité. Quel regard vous avez là-dessus? En fait, et vous allez le voir ici, donc l'éolien, ça va être juste après les gaz verts. Donnez-nous. Voilà, c'est là. Gaz vert, éolien. Donc l'éolien, c'est 78%. Et ce pourcentage, il augmente parmi les Français qui ont des projets éoliens près de chez eux, ce qui est assez contre-intuitif. Ouais. Et si vous regardez ce qui s'est passé là sur les projets offshore, qui ont été
extrêmement décriées. Les éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, voilà. Aujourd'hui, vous allez à Saint-Brieuc et on vous dit que, en fait, l'été, il y a du tourisme industriel. Donc, il y a des gens qui viennent, qui louent un bateau et il y a un petit parcours pour aller voir les éoliennes. Et aujourd'hui, les éoliennes sont plutôt très appréciées des habitants qui les ont adoptées. Il y a vraiment un sujet de quand on ne connaît pas, on a peur, on n'aime pas. Sur la perception, en fait. Sur la perception, la perception change. Il y a des campagnes, en fait, franchement, assez frappantes, avec parfois même des fake news, anti-éolien, notamment anti-éolien, anti-renouvelable, mais surtout anti-éolien. Et donc, nous, quand on a fait ce sondage, moi, j'ai même demandé à mes équipes, mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment poser la question? Parce qu'une fois qu'on pose la question, il faut assumer la réponse. Mais ça montre à quel point, en fait, ces débats, on a envie de les avoir. Mais d'abord, je voudrais revenir aussi sur le parcours de notre invité. Vous avez grandi au Maroc, à Salé, précisément. Je suis née à Salé, j'ai grandi à Casablanca. Jusqu'à l'adolescence. L'âge de 14 ans, c'est ça. Et après, retour... Découverte de Paris. C'était pas trop un choc d'ailleurs parce que... Si. C'est pas le... Et en même temps, quand on est adolescent, on est arrivé dans Paris. Paris, c'est la liberté. C'est le métro, la culture, le cinéma. Est-ce que dès le plus jeune âge, vous vous sentez destiné à réaliser une grande carrière dans l'industrie? Parce que parfois, on a ce qu'on appelle une vocation. Vous aviez un rêve d'enfant de métier? Moi, j'ai toujours eu une envie de travailler dans l'industrie. Alors, au départ, c'est plutôt d'ailleurs l'aéronautique. Il se trouve que j'ai eu un espèce d'appel de l'aventure et donc, je suis tombée dans ce monde du pétrole, en fait, qui m'a appelée, entre guillemets. Mais j'ai toujours eu cette fibre industrielle en moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a eu une prestigieuse école d'ingénieur centrale, Paris, voilà. Et une prépa forcément avant. Et une prépa. Et comment vous avez vécu un petit peu la pression des concours? Ça vous a apporté quelque chose dans votre vie professionnelle? De vivre un petit peu de pression des concours, je pense que c'est assez formateur. Moi, j'ai quand même gardé de la prépa un souvenir que c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir les reins solides. C'est 2 années qui sont... C'est 2 années qui sont intenses. Vous avez fait votre carrière pendant 23 ans au sein d'une même entreprise, Schlumberger. Vous travaillez dans le domaine du forage. C'est drôle de passer du pétrole aux énergies renouvelables. C'est vrai que quand je suis sortie de mon école d'ingénieur, je me rappelle, j'avais fait un stage, j'étais dans un bureau et je faisais de la programmation informatique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super ennuyeux. J'ai pas du tout envie de commencer ma carrière à faire ça. Et j'ai envie de faire des choses très différentes et aussi un petit peu là où on m'attend pas. Et donc, j'ai tapé la porte là. Ils recrutaient, ils cherchaient des ingénieurs terrain. Et donc, je me rappelle, les entretiens, ils m'avaient posé la question, mais qu'est-ce que vous faites le week-end? Et je sentais qu'ils voulaient que je travaille sur ma voiture et que je démonte le moteur de ma voiture. Et je lui disais, en fait, je vais au cinéma avec mes copines. Et je me suis dit, je vais jamais, ils vont me sélectionner. Quelques années plus tard, j'ai rencontré mon recruteur qui m'a dit, on n'avait pas parié un copec sur toi. Et en fait, je suis restée 23 ans. Date importante, Ludo, 1er janvier 2021, vous démarrez votre poste en tant que directrice générale d'Engie, c'est bien ça? J'adore cette photo-là, sur la droite, sur une éolienne. Ah oui. Non, j'ai un point commun avec vous. Alors, je suis monté en une éolienne, on en reparlera peut-être. Mais par contre, la question que je me pose, c'est comment on devient directrice générale d'une entreprise comme ça? C'est-à-dire que c'est pas vous qui postulez, on est d'accord? Comment ça se passe? C'est pas bonjour. C'est pas sur quelqu'un. C'est pas sur LinkedIn. Oui, voilà. Juste CV spontané. Je fais une candidature spontanée. Je cherche du boulot. Non, on vous appelle. Il y a un processus. Vous savez, il y a un processus. Des chasseurs de tête et tout ça. Chasseurs de tête. Donc en fait, en général, quand une entreprise cherche un dirigeant, il mandate un chasseur de tête qui va regarder dans son vivier de talents, et puis il va appeler les candidats possibles, et puis si les candidats possibles disent oui, à ce moment-là, ils rentrent dans ce qu'on appelle des shortlists, ou d'abord des longues listes, et puis ensuite il y a un processus de sélection, vous rencontrez les membres du comité de nomination, typiquement, passez des entretiens, plusieurs étapes. Combien d'entretiens, justement? Un petit peu moins d'une dizaine, mais ça arrive, oui, il y en a quand même un certain nombre, puis il y a des personnes que vous voyez plusieurs fois. Et une fois que vous êtes nommé, ça y est, c'est acté, qu'est-ce qui se passe? On vous demande qu'est-ce que vous voulez comme type de contrat? Est-ce qu'on vous met direct un bon CDI? Est-ce que c'est un CDI d'ailleurs? C'est pas un CDI. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ah, vous n'êtes pas en CDI? Oui, mais la question de Marie, elle est importante. En fait, on n'a pas de CDI parce que, en fait, vous êtes vraiment, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes mandataire social et vous servez à la bonne volonté du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration peut du jour au lendemain décider que vous ne faites plus l'affaire et puis on se quittera. Voilà. Le terme consacré, c'est quoi? C'est que c'est un mandat? C'est des mandats de 4 ans, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes
garantie. Voilà, il n'y a pas de garantie. Donc c'est un poste sur lequel on peut rester 6 mois comme 15 ans. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Donc vous avez une certaine pression. Il y a une pression. On a un niveau de poste, on a des responsabilités, on doit performer et on a la rémunération aussi qui est à l'auteur de cette responsabilité. Je suis sûr que quelqu'un vous posera la question tout à l'heure. Mais vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai dit à Marie, parfois, la première question qu'on pose à nos invités, c'est vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît absolument pas qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous décrivez vos missions au quotidien en tant que directrice générale d'Engie. Catherine, comment vous les décrivez à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ça représente? En fait, ce qui est assez génial dans le poste de dirigeant et de CEO, c'est qu'il y a une variété d'activités. Donc, on a d'abord jamais des journées types. Cette semaine, par exemple, c'est plutôt une semaine qui est dédiée à l'interne et aux échanges avec les collaborateurs, notamment parce que je me suis déplacée, je suis allée voir nos équipes en Italie. On a à peu près 3000 personnes en Italie. Donc, j'étais à Milan. J'ai aussi rencontré un ministre, bien sûr, pour parler un peu du contexte économique en Italie, etc., de la transition énergétique en Italie. Donc, c'est toujours très intéressant de voir ce que font les autres pays. Je suis allée aussi visiter une centrale à gaz. Et donc, là, on rencontre les techniciens. On parle santé-sécurité. On est entreprise industrielle, donc on est très soucieux des aspects santé-sécurité, en fait, et des conditions dans lesquelles nos collaborateurs travaillent. On va avoir ensuite une session où tous les collaborateurs italiens, enfin de Engie Italie, me posent des questions. Ça, c'est vraiment des moments, en fait, quand vous êtes dirigeant, que vous aimez le plus, parce que vous avez l'impression d'échanger, d'apprendre des choses, en même temps d'expliquer un peu la stratégie. De nourrir la vie de l'entreprise, en fait. De nourrir, d'expliquer aussi des décisions qu'on prend, parce que parfois, les collaborateurs prennent des décisions et ils ne les comprennent pas toujours. Donc là, on les met dans le contexte. Et puis, il y a des semaines où c'est un peu différent. Par exemple, quand vous venez de publier vos résultats, je vous ai rappelé tout à l'heure, on a une boîte cotée. Pendant une semaine, vous allez passer du temps à Londres, à Paris ou à New York et vous allez parler aux investisseurs. Donc là, ce sont les gens qui investissent dans Engie et ils vont vous poser des questions sur le futur de l'entreprise, les résultats financiers, la stratégie. Et donc, c'est vraiment un exercice très différent. Si vous deviez résumer en une phrase la mission que vous donnez à la tête d'Engie, vous la résumeriez comment? Moi, mon rôle, je considère un petit peu comme celui d'un chef d'orchestre. Parce qu'en fait, imaginez 98 000 personnes et chacun fait ce qu'il veut. C'est le bordel. Il n'y a pas d'impact, en fait. Si tout le monde tire dans des directions. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner un cap et de coordonner tous nos collaborateurs pour que tout le monde tire à peu près dans la même direction. Et puis là, hop, c'est miraculeux. L'entreprise se met en mouvement. On commence à avoir des impacts. On commence à développer plus de renouvelables. Et là, tout le monde avance à peu près dans la même direction. C'est un capitaine de bateau, quoi. Un peu. Ou un chef d'orchestre. C'est un peu comme ça, voilà. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a des COMEX, il y a des bornes, il doit y avoir énormément d'appels, de rendez-vous. Les voyages. Les investisseurs, 98 000 collaborateurs des pays. C'est quoi votre journée type? Vous vous levez à quelle heure? Vous vous couchez à quelle heure? Comment on arrive à mener vie professionnelle en tant que femme d'une entreprise de CAC 40 et une vie personnelle? Alors, moi, je me lève assez tôt. En revanche, j'essaye de préserver mon sommeil. Donc, vous savez, il y a des dirigeants qui disent « moi, je dors 4 heures par jour ». Et moi, c'est pas du tout ça. Au moins 6, mais plutôt 7 heures par nuit. Je travaille beaucoup pendant la semaine. J'ai aussi pas mal de dîners. C'est pas désagréable. Hein. J'allais vous poser la question. Non, mais c'est ça. Non, mais si vous n'aimez pas les gens... Oui, non, j'aime bien, mais... À force, on aime bien aussi être sous la couette. Vous avez prévu jusqu'à 20h la perspective d'un dîner. Voilà. Non, mais des fois, on y va en traînant les pieds. Mais après, j'y vais. Au fond, je suis contente. C'est vrai, on apprend toujours des choses. En revanche, c'est vrai que le week-end, j'essaie vraiment de préserver des moments justement où je vois très peu de gens. Je vais à la campagne. Sur la route, vous vérifiez les éoliennes. Alors celle-là, comment elle est, celle-là, machin. Ça ne tourne pas. Et vu votre poste, vous pouvez, j'allais dire, vous pouvez couper le téléphone. Vous avez le droit. Je coupe jamais le téléphone. Vous n'avez pas le droit. Vous répondez aux mails mais par contre, le week-end, c'est assez calme. Moi, pour moi, c'est très important. Je ne dérange pas mes collaborateurs le week-end, sauf crise. D'accord. Ou sauf vraiment, mais en général, je les laisse tranquilles. J'estime qu'il faut qu'on se repose au week-end. Après, chacun son rythme. Hein. Moi, je lis mes mails. Donc, je travaille, mais je n'ai pas du tout cette sollicitation sociale, en fait, qui finalement est probablement ce qui est le plus fatigant. Vous avez prononcé le mot crise. C'est intéressant parce que je crois que Virginie, tu avais une question. Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous avez vécu un moment assez fou, qui vous a vraiment marqué? Quand on vous appelle pour vous dire qu'on a eu un accident mortel, par exemple, dans le cadre d'opérations industrielles, c'est pour un dirigeant le pire moment, en fait. On le prend là, pour le coup... personnellement, parce que vous êtes responsable de votre entreprise quand même. Donc ça, c'est toujours des moments très compliqués. Les moments un peu plus légers, c'est peut-être pour revenir aux histoires de plateforme, en fait. Donc moi, j'ai fait mes études en France, évidemment, et puis après, j'ai beaucoup travaillé en anglais. Mais l'anglais scolaire que j'avais était très, très, très limité. Donc en fait, j'ai appris vraiment à parler anglais sur les plateformes. Sur les plateformes, d'abord. C'est les plateformes offshore, pétrolières. C'est ça.
Donc, vous imaginez, le niveau de langage n'est pas exactement le niveau le plus cherché. C'est pas Where is Brian? Brian is... Et donc, voilà. Ah, oui. Et donc, quand j'ai fini ma période un peu de terrain, j'ai eu mon premier poste corporate. Je me rappelle rencontrer mon patron, un Américain, costard cravate, très grand. Et on est dans l'ascenseur, et puis je lui parlais, et puis il me regarde comme ça, il est très grand, il me regarde, et puis il me dit, mais en anglais, mais il me dit, mais vous dites beaucoup de gros mots quand même. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, mon anglais était un anglais de chantier, en fait, très argotique. Génial. Et je l'ai encore gardé, d'ailleurs. Mais en anglais, ça passe mieux, je crois, enfin, ce que je me dis. Avec nous, j'aimerais qu'on revienne sur un chiffre impressionnant que vous nous avez donné tout à l'heure. 98 000 collaborateurs, salariés, c'est ça? Oui, dont beaucoup, d'ailleurs, vont être dans les nouveaux bureaux d'Engie, le campus Engie, que j'ai eu la chance de visiter, d'ailleurs. Je suis allé faire un tour. Attendez, là, c'est... Ouais, c'est immense. Tout ça? Wow. C'est 93 000 mètres carrés. Alors ça, c'est le centre énergétique. Voilà, parce que c'est ça que je suis allé voir. Parce qu'en fait, c'est un bâtiment entier où tout ce qui est chauffage et climatisation est entièrement renouvelable, énergie renouvelable, via la géothermie. Et ça, on en fera d'ailleurs une vidéo entière qui va être sur les réseaux MVP. On a découvert un peu tout ça. Donc là, il y a du biogaz, de la géothermie et du renouvelable également. 100% renouvelable. Sur tout le campus, qui va accueillir quand même une majeure partie aussi des salariés. 9 000 collaborateurs. J'ai même pu visiter là où serait votre bureau. Alors, comment? C'est très bien. La vue est très sympa. Oui. Très sympa. J'ai mis mon nom sur la chaise, ça ne vous dérange pas. Mais surtout, comment on fait vous n'allez pas connaître les 9 000 personnes, vous ne connaissez pas les 98 000 personnes qui travaillent chez Engie. En fait, comment on fait pour avoir du lien avec toutes les équipes et les employés quand on est à la tête d'une entreprise avec autant de personnes? La question, c'est pas tellement comment vous faites pour connaître les 98 000 personnes. C'est comment vous faites pour savoir ce qui se passe vraiment chez vous. Ils vous disent les choses qui vous font plaisir. Ils vous disent, par exemple, toujours, vous avez été super. Alors qu'en fait, ben non, en fait. Et alors, comment vous faites pour obtenir la vérité? Honnêtement, ça c'est vraiment pas facile. Donc, effectivement, passer un peu de temps, beaucoup de temps, le plus de temps possible avec les collaborateurs, leur poser des questions. J'essaye de faire des visites, j'ai aussi une formule que j'aime bien, c'est des déjeuners avec des collaborateurs, une formule à 12 personnes avec des collaborateurs qui ne se connaissent pas forcément d'ailleurs. Et ils osent un peu à me dire pourquoi vous avez fait ça, et ça ne marche pas très bien. Et donc, je prends le feedback et j'essaie aussi de leur expliquer. Et en parlant des équipes, est-ce que vous recrutez chez Engie? Comment ça se passe là-dessus en ce moment? Engie recrute? Oui, on recrute. J'en profite, je suis spécialiste métier, donc si jamais... MVP, c'est une émission qui s'approche sur un peu où sont les débouchés à un instant T. On recrute beaucoup, on recrute en particulier des techniciens, on a beaucoup. Vous avez vu l'installation que vous avez visitée, elle est formidable. Ces installations, elles sont d'abord installées par des techniciens, ensuite elles sont maintenues par des techniciens. Donc on a besoin de techniciens qui viennent assurer la maintenance des installations comme celles que vous avez visitées. On recrute aussi beaucoup d'ingénieurs, on recrute aussi beaucoup de financiers, on recrute aussi des gens du marketing. Je pense qu'il y a un sujet qu'il faut bien expliquer aux personnes qui veulent rejoindre Engie, c'est que l'avantage de chez Engie, quand ils travaillent pour Engie, ils changent le monde. Parce que l'accélération de la transition énergétique, ça change le monde en fait. Alors quand on parle de changer le monde, tout à l'heure on le disait en termes de chiffres, le nombre de femmes dirigeant une grande entreprise du CAC 40, je crois que ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et du coup, je me disais, quelle est la perception vis-à-vis des autres patrons? Est-ce que vous avez déjà vécu, en tant que femme, une situation un peu peut-être lunaire? Ça m'arrive honnêtement de moins en moins. En fait, il y a certains, honnêtement, il y a aussi certains avantages. En fait, comme on n'est pas nombreuses, on nous connaît un peu plus, on nous connaît un peu mieux. Je trouve que ça permet aussi de donner un peu plus de visibilité à notre entreprise, et ça, je pense que c'est plutôt un avantage. Après, des situations un peu bizarres, oui, honnêtement, ça m'arrive encore. Encore aujourd'hui? Ça m'arrive encore, en fait. Pourquoi? Parce que la représentation qu'ont les gens de dirigeants, en fait, est souvent quand même un homme. La dernière fois, j'ai raconté cette histoire, j'arrive il y avait une réunion de dirigeants dans un ministère que je nommerai pas, et il y avait un tapis rouge avec une espèce de haie d'honneur, vous savez, et j'arrive, et puis moi... j'hésite, et là, il y a un monsieur qui me dit la porte derrière. Donc, bon, je me dis, en fait, le tapis rouge doit être pour, je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Et puis, je rejoins donc mes compères masculins, et on se fait la bise, on s'aime beaucoup, on s'entend bien, etc. Et puis, ils me disent, oh là là, à l'entrée, c'était quelque chose avec ce tapis rouge. Et je leur dis, vous savez plus monter le tapis rouge? Je dis, ben oui. En fait, on est quand même assez souvent renvoyé au
stéréotypes, en fait, et la secrétaire, aux représentations mentales, en fait, qu'ont les gens. Mais ce qui est intéressant, en préparant l'émission, je suis allé voir le taux de féminisation dans les entreprises françaises. Je suis tombé sur un article très récent qui disait que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, eh bien, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Ouais. Mon action de féminisation chez Engie, ça passe beaucoup sur... Il y a évidemment, les pourcentages sont importants, mais aussi s'assurer que les femmes prennent des postes business avec des responsabilités opérationnelles pour qu'elles puissent ensuite aspirer le plus possible à des postes excom, de comité exécutif et potentiellement d'être CEO aussi un jour. Alors justement, on parlait du conseil d'administration qui est donc au-dessus de vous. C'est eux qui fixent votre salaire. Comment ça se passe? Très bonne question. Oui, alors c'est toujours ce comité de nomination et de rémunération. Et donc, c'est quand même très encadré. En général, les comités se font aider par des entreprises qui font des études de marché. Donc, il y a beaucoup de benchmarks qui regardent sur un marché français, sur un marché européen et qui comparent votre niveau de rémunération par rapport aux autres et qui s'assurent que vous êtes rémunéré comme le marché, en fait. Il y a du fixe et du variable, il y a des trucs comme ça? Il y a du fixe. Il y a du variable et il y a aussi des actions. Des actions qui, en général, sont liées à la performance. Donc, finalement, votre taf, quoi. Donc, finalement, c'est ça aussi. Donc, on essaye le plus possible d'aligner la rémunération à la performance avec ces deux mécanismes. Le variable, donc le bonus qui, normalement, ne vous est payé que si vous atteignez vos objectifs. Bien sûr. Et les actions, dont le nombre varie selon... aussi le résultat de l'entreprise. Exactement. Si vous avez atteint les objectifs, vous allez avoir plus ou moins d'actions. C'est normal. Est-ce qu'on peut avoir une petite fourchette? Oui, ça ressemble à quoi? Alors, c'est public, vous pouvez aller voir. C'est ça qui est bien. Mais dans les comptes rendus d'administration, il y a une transparence absolue. C'est-à-dire que si on cherche cette information, on la trouve. Vous la trouverez. Elle est publique. Et pourquoi elle est publiée. publique, Catherine, cette information, en fait? Parce que ça fait partie du document d'enregistrement universel qui, en fait, c'est la loi qui fait que les entreprises cotées publient... Leur résultat d'Assemblée Générale, non? C'est pas ça? C'est exactement ça. Et donc la politique de rémunération qui elle-même est votée par les actionnaires. Et oui, en Assemblée. En Assemblée Générale. Donc si par exemple vous avez des actionnaires qui trouvent que vous êtes trop payé par rapport aux résultats de l'entreprise, ils vont le signifier par leur vote. Mais vous nous le disiez, Catherine, c'est très bien payé, ce sont vos mots. Alors pas autant que Dembélé ou... J'ai cru que Catherine allait me dire pas autant que vous. Non, j'ai pas regardé. J'ai pas allé voir. Mais je vais peut-être aller regarder. Ah bah oui. Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet des énergies renouvelables en France. Ça a montré à quel point ce débat il est important actuellement. Catherine, comment vous faites pour développer, produire des énergies renouvelables en France, puisque historiquement, Engie, c'est le gaz, mais de plus en plus d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est facile de produire des énergies renouvelables en France? Alors non, c'est pas facile parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de détermination, notamment des équipes, de ce qu'on appelle les équipes de développeurs. Ce sont des gens qui parcourent le territoire pour identifier les zones foncières où on va pouvoir installer des projets, qui vont travailler beaucoup avec les territoires, avec les élus locaux, avec les associations de citoyens pour s'assurer que les projets sont le plus acceptés possible, parce que évidemment, si on n'a pas les gens et les citoyens avec nous, le projet ne se fera pas. Et pour revenir à la question de Virginie tout à l'heure, c'est pour l'éolien que c'est le plus compliqué? Traditionnellement, oui, l'éolien, parce que l'éolien est plus visible. Ouais. Il y a aussi, il faut prendre en compte le fait que les énergies renouvelables apportent des bénéfices locaux aux villages, aux communes. Par exemple, là, j'ai participé à l'inauguration d'un parc éolien et le maire qui a adoré ce parc me disait chaque éolienne, chaque turbine, c'est 10 000 € de retombées fiscales pour mon village. Par an? Oui. Par an. Et la réfection de l'église, c'est 50 000 €. C'est très concret, en fait. Et donc, et l'autre aspect... Là, c'est 10 000 €, là. Ouais, pour la commune. Pour la commune. Ouais, pour la commune. Mais vous l'avez fait monter en haut de l'éolienne un peu parce que là, ce qu'on voit là, c'est... On va le voir après, mais moi, j'ai eu la chance de monter en haut d'une éolienne il y a quelques années, justement. Et en fait, c'est assez impressionnant. C'est génial. Moi, j'ai kiffé. C'est extra. Tu montes. Alors, sachez-le, il y a un ascenseur. Non, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur? Ouais, il y a un ascenseur. Du coup, on monte. Alors, c'est, je sais plus combien, c'était 80 ou 100 mètres de haut. Et à l'intérieur, en fait, c'est très grand. Une éolienne, on ne se rend pas compte d'en bas, évidemment. Ah bon? Mais en fait, c'est immense, on voit la turbine et on a pas mal de place pour pouvoir circuler. Et à la fin, ils m'ont fait monter tout en haut et on a ouvert les petites trappes et on est monté sur le toit de l'éolienne. C'est magnifique. Et vous l'avez fait vous-même, vous êtes déjà monté en haut d'une éolienne? La photo du début, c'est en haut d'une éolienne. Magnifique. C'était un moment absolument magique. Non, moi, j'ai pas peur. Non, pas du tout. Non, au contraire, non, je trouve que c'est très, très beau. C'est des vues magnifiques.
Ouais, non, je trouve que c'est génial. Il y a aussi une très belle notion dont on a beaucoup parlé dans l'actualité en France, mais je pense qu'elle n'est pas très claire pour plein de gens, c'est la notion de neutralité carbone. Virginie, je crois que vous vouliez nous en parler. Oui, exactement. C'est vrai qu'Engie a un rôle clé dans la décarbonation de l'économie française. Est-ce que vous pensez, parce que la France a quand même un objectif de neutralité carbone en 2050, est-ce que vous pensez que c'est atteignable et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que c'est, parce que c'est quand même assez complexe. Oui, alors la neutralité carbone, en fait, on l'atteint si on a baissé ses émissions de CO2 par rapport à une année de référence qui est typiquement 2017. Ouais. De au moins 90% et que pour les 10% qui restent, on les compense d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, moi je pense que la France peut y arriver. D'ailleurs, elle a pas mal réduit ses émissions de CO2 jusqu'à présent et elle peut le faire notamment sur le plan énergétique en développant l'ensemble des énergies renouvelables, bien sûr en continuant à maintenir son parc nucléaire, qui est une source d'électricité très importante en France. Et décarboné. Et décarboné, bien sûr. Potentiellement installer du nouveau nucléaire, ça va prendre un certain temps. Et en parallèle, voilà. Oui. La clé, c'est vraiment le mix décarboné. Décarboné. Alors le mix pour donc l'électricité, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'électricité et le gaz. Donc l'électricité, pour le décarboner, ça va être pour la France du nucléaire et l'ensemble des énergies renouvelables. Éolien, solaire, c'est très important. Un petit peu de centrale à gaz quand vraiment plus rien ne marche. Donc ça, c'est pour l'électricité. Ensuite, il y a le gaz. Il faut aussi le décarboner. C'est ce qu'on appelle le gaz vert. Et là, voilà, c'est le gaz vert. Le gaz vert, c'est quoi le gaz vert? C'est le gaz vert. Donc le gaz vert, aujourd'hui en France, c'est surtout du biométhane. Et le biométhane, c'est quoi? C'est du gaz qui est produit à partir de déchets, donc de déchets agricoles, ça peut être de l'agro-industriel, etc. Et aujourd'hui, on est à peu près à quelques pourcentages de la consommation de gaz en France qui est du biométhane. Ce potentiel, il va augmenter à 2030 à environ entre 15 et 20%. On va être capable de consommer à peu près de 15 à 20% de gaz vert. Ça, c'est vraiment un point important de la transition énergétique aujourd'hui. C'est de participer à la souveraineté énergétique du pays. On parlait justement de cette neutralité carbone qui est l'aspiration en termes d'objectifs. Et en phase d'introduction de cette émission, il y avait le sondage que vous avez réalisé en mai de cette année, et qui montrait quand même une perception des Français qui peut parfois être un peu biaisée. Le nucléaire étant en 7, l'énergie éolienne étant en 5. Si on arrive justement à cet objectif de neutralité, et que demain, on est entouré d'énergie renouvelable, qu'est-ce que ça va changer au niveau des Français? Moi, par exemple, si je veux lancer un petit game de Valorant, je veux streamer toute la journée, est-ce que je vais être impactée? Alors, évidemment qu'il faut que ça soit fiable. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario où on va faire la transition énergétique pour que les Français aient des problèmes de disponibilité de l'énergie. Donc, on est déterminé à faire qu'effectivement, on va développer le bon mix. En fait, vous avez parlé de mix, c'est vraiment le bon mot. C'est-à-dire qu'on va utiliser des éoliennes, du solaire, des batteries, le nucléaire existant, et on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'électricité pour remplir les besoins des consommateurs et des industries. Évidemment, c'est quand même bien l'idée. Tout ça à coût bien maîtrisé. Nous, on aime beaucoup les renouvelables chez Engie parce que le coût des renouvelables lui-même, il est assez bas. Après, il faut les compléter avec des solutions de stockage, bien renforcer le réseau et bien travailler sur le système. Alors, pour les gens qui sont un peu ingénieux, on aime bien cette idée de système. Il faut optimiser le système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire que du solaire, il faut faire du solaire là où il faut bien et bien le compléter avec les bons éléments pour produire l'électricité la moins chère possible au moment où vous en avez besoin. Marie, une dernière question? Vous parlez de crise énergétique, mais aussi les crises, la crise sanitaire, les crises politiques. Par exemple, la guerre en Ukraine. Ça impacte les énergies. Ah ouais. Ça a été vraiment une année très compliquée, 2022. Alors évidemment, pas à la hauteur de ce qui s'est passé pour les Ukrainiens, mais c'est vrai qu'en Europe, il y a eu évidemment des gros sujets d'approvisionnement, de sécurité d'approvisionnement et du coût de la facture. Donc on a été quand même chez Engie très mobilisés auprès du gouvernement pour s'assurer qu'en fait, quand on n'allait plus pouvoir acheter du gaz de la Russie, on allait trouver d'autres fournisseurs qui allaient nous fournir du gaz, notamment pour l'hiver. On a dû prendre des décisions avec mes équipes sur, par exemple, les niveaux de stockage, puisque c'est ce qui nous permet de stocker du gaz en été pour pouvoir ensuite fournir une partie du gaz dont on a besoin en hiver. Et donc, il n'y avait pas une journée où on ne nous posait pas la question, alors les stockages sont remplis à combien de pourcents? Mais on a pris des décisions de ce type-là pour s'assurer qu'on était en situation satisfaisante pour l'hiver. Et on a, entre guillemets, passé l'hiver en France et aussi en Europe de manière très satisfaisante. Il y a eu aussi
des actions de sobriété. Vous vous rappelez, on a appelé à l'effort de tous les Français. Baisser le thermostat, là. Voilà, vous vous rappelez, on mettait des pulls, etc. Et d'où le principe de souveraineté aussi, effectivement, dans Très le important. sens où il ne faut pas qu'on soit non plus dépendant à ce point d'autres pays pour si jamais il y a une problématique de guerre, de politique, de autre chose, que finalement, nous, on soit dans la panade, quoi. On va libérer dans un instant notre invité parce qu'on a cru comprendre au cours de nos échanges que votre emploi du temps était parfois un peu chargé. Mais on va terminer par une tradition dans MVP qui est l'entretien d'embauche. Imaginez-moi en RH. Catherine, je vais vous faire passer un entretien d'embauche. Hyper stressée. Alors très virtuel parce que là vous n'êtes pas à la recherche de poste actuellement, donc non, c'est pas si stressant. Par contre, on va mettre une petite musique stressante, vous allez voir. Donc c'est un entretien qui va durer 60 secondes. J'ai 10 questions. Vous êtes prête? Ouais. Catherine, top, c'est parti. Quel est votre plus gros défaut? Je suis très impatiente. Votre plus grande qualité? Je suis adaptable. Qu'est-ce qui vous motive à travailler? Les collaborateurs. Vous arriveriez à quitter votre rôle de patronne aujourd'hui pour devenir employé, enfin, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être employé de. On est toujours employé de quelqu'un, en fait. Est-ce que, on entend cette petite musique stressante, est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant? Moi, j'écoute la radio tout le temps. La radio. Info Tout le temps. Podcast, parce que de plus en plus. Podcast. Beaucoup de podcasts. Ouais. Je vous en recommanderai un juste après. Avec plaisir. Est-ce que vous mangez à la cantine le midi? Ça m'arrive. Oui. La cantine d'Engie? Oui. Elle est bonne? Non. Mais non, mais elle va l'être, parce que je vous rappelle, on déménage. Ah oui, c'est vrai. Quelle est votre plus grande réussite pro? Ce qu'on fait chez Engie aujourd'hui. Est-ce que l'échec vous fait peur? Bien sûr, parce que je suis un peu compétitive. Ouais. Après, l'échec est très formateur. Avant-dernière question, quel est votre secret pour gérer la pression? On a parlé de crise tout à l'heure. Je pense que garder un petit peu de distance sur ce qui se passe, et notamment essayer d'avoir un peu le sens de l'humour, ça permet de gérer pas mal de situations. Et dernière question, vous vous voyez où dans 10-15 ans? C'est très très longtemps, 10-15 ans. J'espère continuer à avoir un impact et j'espère aussi pas trop loin de l'énergie parce que j'aime bien ce secteur. Moi, j'ai notamment une bonne nouvelle pour tous les... Combien de salariés d'Engie? 98 000. En tout cas, ceux qui seront concernés, la cantine va s'améliorer. Merci Catherine d'avoir été notre invitée MVP. Merci à tous les trois. Merci Virginie, Marie, Ludo, et à bientôt pour de nouvelles émissions. Exactement. Merci beaucoup. Toujours là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis.